Merci Stéphane. Est-ce que ça va pour le son? Oui. Alors, moi, j'ai le privilège de vous entretenir après le dîner. J'espère que vous n'avez pas trop mangé. Parce que autant je suis content d'être là en présentiel pour voir des gens, la plupart que je connais, autant pour vous autres, c'est pas good. Parce que si vous avez le goût de dormir, il y a pas vous ne pouvez pas enlever l'écran. Fait que je vais vous voir. OK. Alors, ben, merci aux organisateurs de me donner cette opportunité-là de présenter un projet qu'on a eu qui vient de s'achever. Avant, je vais m'excuser parce qu'on va parler de fumier. Et puis après le dîner, ben, c'est rare que je parle de pétales de rose, donc voilà. Donc, on va parler de traitement de fumier de volaille par bioséchage, donc c'est un traitement biologique, dans le but de fabriquer une matière de base. Avant d'aller dans le cœur du projet, je vais quand même prendre quelques minutes pour parler du concept et du contexte dans lequel on a fait le projet. Donc, le terme bioséchage, c'est un terme qui est apparu il y a quelques années, qui décrit un procédé de traitement biologique qui utilise la chaleur microbienne pour maximiser la déshydratation du matériel et, de fait, réduire les coûts liés au séchage. Donc, depuis 20 ans, l'IRDA a développé un bioséchoir pour la déshydratation de biomasse. Ce bioséchoir-là, en unité pilote, a été utilisé dans divers projets, dont notamment des projets sur les fumiers et les résidus organiques d'origine municipale. Donc, il y a 20 ans, moi, j'ai rien à voir avec l'invention du bioséchoir, mais j'ai le privilège de bénéficier de ce développement-là. Donc, le contexte du projet, on a développé un projet dans le cadre de la gestion du fumier de volaille, comme je vous disais, là, de poules pondeuses, en contexte de conversion pour du logement enrichi. Donc, la production d'œufs en logement enrichi amène une gestion de fumier qui est un peu différente, puis des caractéristiques de fumier de volaille qui sont différentes de ce qu'on avait avant. Et là, on a dit 1+1, on a un procédé de bioséchage, on a du nouveau fumier, on va voir l'intérêt, regarder s'il y a un intérêt d'utiliser ce procédé-là pour l'adapter à cette nouvelle réalité-là. Donc, un projet d'adaptabilité, d'intégration dans une chaîne de gestion, et évidemment d'évaluer la performance et les avantages d'une telle approche. Parfois, je vais avoir l'air d'un vendeur de balayeuses, mais le procédé, on l'a appelé le procédé choc pour lui donner un nom. Mais c'est important, j'aimerais que vous reteniez que là, on parle de bioséchage, mais malheureusement, il faut associer à la performance un procédé. Et puis le procédé choc, bien, je vais vous en parler, là, c'est un procédé qui a ses propres caractéristiques. Donc, oui, on parle de bioséchage, mais conservez en tête que ça a été fait avec une unité pilote précise. Donc, l'objectif du projet, c'était d'assécher le fumier provenant de cages enrichies, produire une matière organique de base qui soit hygiénisée, partiellement stabilisée et désodorisée. Tout ça pour accroître le potentiel de valorisation du fumier de poule pondeuse. Il existe déjà des technologies, il existe déjà des approches, il existe déjà des produits sur le marché qui viennent de déshydratation thermique ou de compostage. Le bioséchage, on voulait le placer à l'intérieur de ces alternatives-là. Donc, ce projet-là a été fait avec la ferme Lévis-Œuf à Lévis. On utilise le procédé choc. Le financement du projet, grâce à un programme de soutien à l'innovation, on en a parlé à quelques occasions, là, Innovation agroalimentaire, et les essais se sont faits sur une période de 2 ans, 1920-1921. Toujours dans le souci de préciser des choses, il va-tu finir par en parler, mais avant de ça, j'aimerais juste, c'est important, parce que c'est un peu la base là, de la terminologie. En bioséchage, on veut maximiser la déshydratation du fumier. Donc, en utilisant l'énergie thermique, oui, provenant des microbes pour décomposer la fraction organique, puis conserver le plus possible le pool de matière organique dans le produit. En compostage, on veut stabiliser la matière organique. On ne veut pas la déshydrater, on veut la stabiliser pour avoir un produit qui donne des formes de carbone stables pour une utilisation en amendement. Là où il y a comme une espèce d'intersection entre les deux, c'est le bioséchage, c'est un cousin du compostage. Dans le sens qu'un compostage en enceinte fermée avec ventilation finit par déshydrater. Mais ce n'est pas l'objectif premier. Tandis qu'en bioséchage,
On a le même processus microbien, mais on veut déshydrater. C'est important, cette notion-là, parce que ça drive tout le reste, puis ça drive les conclusions, puis tous les impacts qu'il peut avoir. Donc, si je résume, le bioséchage, ça correspond au premier jour de la phase active du compostage en enceinte fermée, dans laquelle il y a une élévation de température, activité microbienne intense. Les objectifs et les défis qu'on avait dans ce projet-là, c'était qu'on voulait stabiliser la matière, mais la stabiliser par une déshydratation. Donc, un produit qui est séché, d'apparence stable. Si tu le réhumectes, il recommence à se décomposer. Donc, une stabilisation plus physique par déshydratation, une matière hygiénisée. L'autre défi, c'est qu'il n'y a à peu près pas de résidus tout seul qui contentent la soif des micro-organismes. On parle souvent de composer un substrat parce qu'un résidu tout seul organique a rarement les propriétés pour faire le bioséchage ou le compostage. Donc, il y avait une notion de recette, une notion de est-ce que le produit qui va rentrer va être conforme à l'attente des micro-organismes. Donc, un des défis qu'on avait, c'était de créer, de maintenir un environnement, un substrat, qui soit favorable au développement intense des micro-organismes pour que leur travail font qu'ils travaillent. Puis comme vous autres, quand vous travaillez, vous avez chaud, produisez de la chaleur, puis bénéficiez de cette chaleur-là pour déshydrater. Donc, il fallait penser à des questions physiques comme la teneur en eau, la porosité ou la perméabilité du mélange, les sources de carbone, les sources d'azote pour alimenter les micro-organismes. Et tout ce temps-là, on recherche un équilibre entre une ventilation forcée puis l'atteinte des températures hygiénisantes. Vous le savez, vous êtes bien plus qualifié que moi pour ça. Plus tu ventiles, bien, Temperature Feedback Control, plus tu peux contrôler ta température. Donc, il y avait une espèce d'équilibre à atteindre, de sorte que, avant que vous me disiez, ben oui, mais c'est évident, tu fais un tas, puis ça chauffe, on le sait, avant que vous me disiez ça, ben, c'était le défi pour voir quelle plage de manœuvre on avait dans ce nouveau contexte-là. Donc, on a utilisé une unité pilote. C'est notre deuxième unité pilote à l'IRDA, capacité de 5 mètres cubes, qui a été installée dans un poulailler à Lévis, à la ferme Lévis-Œuf, dans un endroit qui a été isolé par la suite. Là, je vais vous montrer quelques photos. Avant de rentrer, il va-tu finir par rentrer? Avant de rentrer dans le cœur du sujet, deux choses. Un, le choc, il fait l'objet de 3 brevets de prix que l'IRDA détient. Et l'IRDA a pris une décision de donner le droit d'utilisation avec des licences. Donc, les licences sont données pour le droit d'utilisation du choc selon le domaine d'intervention, municipal, les fumiers, etc. Bon, ceci étant dit, on arrive dans l'unité comme telle, donc ce n'est pas une navette spatiale. Vous voyez que c'est une enceinte fermée qui est isolée, dans laquelle va être introduit à la surface du matériel pour décomposer. Et ce matériel-là, par gravité, c'est un plug flow, va descendre tranquillement à mesure qu'on va le vider par le bas. Donc, le volume vidé par le bas va être compensé par un volume rempli par le haut avec des temps de résidence que l'on sélectionne. En bioséchage, on a des temps de résidence qui sont très courts. Je vous ai parlé des premiers jours du compostage à température élevée. Donc, on parle de jours. En compostage, on parle de mois. Donc, ça, c'est une des nuances. Donc, la vidange se fait dans le choc, ça, c'est breveté, à l'aide d'un couteau. On appelle ça un couteau. C'est un système qui permet de passer dans le matériel pour que le matériel se déstructure puis passe à travers d'un grillage pour être évacué. Donc, c'est pas très sorcier. À l'intérieur de l'enceinte isolée, il va y avoir un gradient de température qui est habituellement une température de rentrée, donc température pièce habituellement, et à la sortie, température pièce aussi parce qu'on ventile par aspiration. Donc, dans le haut, il y a un plénum dans lequel il y a une aspiration d'air qui se fait. Alors, l'air circule du bas vers le haut. Voilà. Pas de navette spatiale, c'est un système qui est intéressant. Donc, si on regarde en vue de coupe, à l'intérieur de l'unité pilote, on a 4 hauteurs de sondes par thermocoupe pour suivre la température. Dans l'unité pilote, à chaque fois qu'on passe la vidange, le coup de couteau, on doit enlever les thermomètres. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est quoi le détail? Vous allez voir dans les courbes de graphique de température, vous allez comprendre pourquoi les températures chutent à tous les jours. C'est quand on enlève le thermomètre pour faire la vidange et le remplissage. Donc, 4 thermocoupes, 4 hauteurs d'environ 1 pied. Moi, je suis encore en pied, là, je m'excuse. On est 1 pied de distance entre le T4 en haut et le T1 en bas. Le total du profil est de 56-58 pouces. On va dire, mettons, 5 pieds maximum qui peut accumuler de hauteur. Pourquoi 5 pieds? Bien, parce que passer 5 pieds,
1 mètre et demi, ça commence à être, pas ça commence à être plus dur, mais au niveau porosité, il faut penser à cette sensibilité-là de compression. Donc, aération par vitesse variable, système d'acquisition de données en continu. Il n'y a pas de retournement, il n'y a pas de brassage. C'est ce qui rentre par en haut et descend par en bas à mesure qu'on enlève du matériel. Temps de séjour, habituellement entre 6 et 12 jours. Donc, quelques photos en haut à gauche. Vous voyez qu'on a construit une cabane isolée autour du bioséchoir. Parce que ça marche à l'année. Hein, c'est autant au mois de janvier qu'au mois d'août. Après ça, en haut à droite, le système d'évacuation par convoyeur. Donc, ça prend le fumier que les poules produisent à chaque jour régulièrement et ça l'amène dans le choc, le bioréacteur par le dessus. Vous voyez une photo du dessus. Là. Ça a l'air des plumes, là, mais c'est des crottes. C'est bizarre de parler de même après le dîner. C'est des fientes, des boules. Qui sont plutôt blanchâtres et qui tombent évidemment sur le dessus. Puis en bas, à droite, c'est le système d'évacuation manuel avec une unité pilote dans laquelle on prend un tiroir puis on amène le produit à l'extérieur. Tout ça est pesé, mesuré pour faire les bilans. Voilà. Alors, les domaines d'investigation dans ce projet-là, c'était de regarder le séchage sur la courroie, parce qu'en cage enrichie, les poules font leur déjection, puis le producteur décide à quelle fréquence il enlève les déjections. Alors, on a regardé sur un horizon de 0 à 7 jours d'accumulation sur la courroie. Après, on a regardé l'étape de bioséchage, donc une alimentation quotidienne, temps de résidence d'environ 9 jours, une ventilation qu'on a voulu continue ou séquentielle, et une vidange quotidienne pendant 2 ans, avec quelques petites périodes d'arrêt, mais à toute fin utile, là, un 600 jours d'expérimentation. Ensuite, il y avait une étape subséquente au bioséchage, une étape de séchage thermique supplémentaire. Ça, j'en parlerai pas trop parce que ce n'est pas l'objet de ma présentation, mais enfin, on va regarder ça ensemble. Et finalement, les caractéristiques du produit fini, donc de quoi ressemble, quelles sont les caractéristiques du produit qui sort du bioséchoir. Alors, première étape, sur la courroie dans le poulailler, on a fait différentes investigations. C'était de toute beauté d'aller ramasser les fientes de poule entre 0, donc à l'état hyper frais, jusqu'à 0,7 jours. Mais là, conservez en tête que quand je dis 0,1 jour ou 0,2 jours ou 0,3, ça veut dire qu'en tout temps, la poule peut faire une déjection fraîche quand on l'évacue. Mais ça va jusqu'à 3 jours, ça va jusqu'à 2 jours. Fait qu'on dit 0,1, 0,2, 0,3 jours, etc. Donc, vous voyez les courbes, il n'y a pas de surprise là-dedans. Là. Plus tu attends ça strap, le poulailler étant ventilé, plus l'humidité diminue. Alors ça, moi, j'exprime tout en teneur en eau. Vous, les ingénieurs, vous travaillez beaucoup plus en matière sèche. Vous ferez le 100 moins, puis tout le monde va se comprendre. Donc, la teneur en eau moyenne des fumiers de poule sur le long terme ressemble à une courbe comme ça. Donc, vous voyez qu'à l'état frais fait, on parle de 75-76 de teneur en eau. À l'état au maximum de 0,6 jours, donc une vidange qui correspondrait à une semaine, on est de l'ordre d'un petit peu en bas de 50 de teneur en eau. Donc, votre premier réflexe devrait être, attends, je ne comprends pas, si c'est trop sec, comment le bioséchoir va marcher? Parce que le bioséchoir, il est microbien. Les microbes, ils ont besoin d'eau. On veut de l'eau, mais on n'en veut pas trop. C'est tout l'équilibre. Alors, ça correspond à quel niveau de vidange? Au niveau de l'alimentation du choc. Et la réponse, bien, vous l'avez deviné, là, vous le voyez sur le graphique, on est de l'ordre de, on peut fonctionner à 0,1 jour, ça strap, jusqu'à 0,3 jours, il y a une logique. Passer 0,3 jours, commence à être sec pour entrer dans un bioséchoir. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui. OK. Donc, les résultats qu'on a obtenus, bon, fumier frais, 76 de teneur en eau. Après 7 jours, sur la strap, on est à 40 de teneur en eau. Donc, comme je vous disais, dans l'activité microbienne, on est heureux quand on est 60-50 de teneur en eau. Passer ça, les microbes, oui, ils vont travailler à 40, ils vont même travailler à 30 mais ils sont ralentis. Ils sont comme vous autres, quand vous avez soif, ils mettent une sucre, prennent une bière, puis ils arrêtent de travailler. Donc, il ne faut pas aller trop sec non plus. Donc, l'utilisation du fumier est possible sans ajout de sucrant. Ça, là, ça a été un peu la grande surprise. Les fientes de poule, qui sont des boulettes,
on est capable de les biosécher sans brassage, là, juste à les regarder, sans toucher à rien, à des taux d'humidité assez élevés. Peut-être pas frais fait, j'aime ça, c'est très bien, frais fait, mais mettons 0 un jour, on commence à... C'est humide, là, c'est collant, là, tu prends ça, puis ça fait de la plasticine, là. Mais avec ce système-là, sans retournement, on est capable de le biosécher. Donc ça, c'était un aspect très intéressant qu'on a évalué. Pour le bioséchage, je vous en ai parlé, on fonctionnait avec un coup de couteau ou 2 coups de couteau par jour. Donc, à chaque coup de couteau, il sort du stock. Ventilation continue, là, pour vous les ingénieurs en CFM, ça ne dit pas grand-chose parce que ça ne dit pas l'unité, mais on tournait autour de 60 à 160 000 CFM sur 24 heures pour la ventilation. Et la chose importante, c'est qu'en tout temps, on a conservé une température dans la pièce isolée de 18 degrés au moins 18 degrés. Donc ça, c'est un facteur à considérer parce qu'il y a quand même un coût en hiver de chauffage d'air d'entrée au bioséchoir. On pourrait le faire fonctionner avec de l'air très froid, mais la performance est moins là. Qu'est-ce que ça donne au niveau des températures dans le temps? Bien, au premier exemple, c'est ça, on a suivi ça là, tout le temps. Donc, on prend des petits bouts, des petites séquences d'aération. Au mois d'août, vous voyez que les températures sont quand même relativement hautes. On ne veut pas aller trop haut non plus. Parce que quand tu es rendu à 70, 72 Celsius, les microbes, ils commencent à avoir chaud, puis ils ont le goût de prendre plus une bière que de travailler. Donc, il ne faut pas aller trop haut non plus en température. Alors, on contrôle la température avec la ventilation. Il y a un point là, qui malheureusement n'apparaît pas en gras, là, mais imaginez une ligne sur la barre du 55 degrés Celsius. Pourquoi 55? C'est au Canada, au Québec, aux États-Unis. 55, c'est un peu un point de référence de température pour l'hygiénisation du matériel. Donc, le critère d'hygiénisation du US EPA pour les biosolides, c'est 55 degrés. 55 degrés pendant 3 jours consécutifs ou 55 degrés pendant 15 jours avec 5 retournements pour des tas brassés en compostage. Ce n'est pas la même exigence du tout. Alors, il y a comme un point de 55 quand on veut avoir de l'hygiénisation qui est importante à respecter. Parce que vous avez compris que, nous autres, on peut tordre la ventilation, puis on n'aura pas les températures, puis ça va biosécher. Mais si on lui met un critère d'hygiénisation des micro-organismes pathogènes, là, il faut ajuster. Donc, premier exemple, et là, c'est là que vous voyez les courbes de température en pointillés noirs de l'air de sortie. À chaque fois qu'on ouvre le couvercle pour remplir, la température chute à la température de la pièce, qui est en rouge. Deuxième exemple, ça c'est en plein hiver, au mois de décembre. Donc, on a distribution. Les T4 et T3, là, qui est bleu et jaune, sont quand même au-dessus de 55 pour une bonne partie du temps. Parce que tout ce temps-là, nous autres, on torquait les critères là, pour ajuster. Donc, on est capable, même en plein hiver, avec la condition du 18 degrés d'air d'entrée, de maintenir des températures hygiénisantes au sein du profil. Qu'est-ce que c'est le résultat de ça? Pour une teneur en eau de fumier qui rentre, ça correspond à peu près à du 0,3 jours d'humidité. Après 9 jours dans le bioséchoir, on obtient 35 d'humidité. Donc, nous, on en a fait beaucoup avec du fumier, avec différents produits. Il y a comme une espèce de barème on perd tout le temps 20 points de pourcentage pour des temps de séjour d'environ 10 jours. Donc, on rentre à 55, on sort à 35 humidité. Puis, tout ce temps-là, on maintient les températures au-dessus de 55 pendant au moins 3 jours. Donc, on va chercher le critère d'hygiénisation. Et voilà, la teneur en eau, comme je vous ai dit, les pertes, toujours à peu près 20 points de pourcentage. Il n'y a pas juste ça. Quand le produit sort après 9 ou 10 jours, le changement de texture, moi, j'appelle ça des miracles à chaque fois. Là. Tu prends ça, tu dis, hein, c'était du fumier de poule, des fientes fraîches, ça va vite. Là. La transformation biologique, la stabilité, c'est très rapide. Donc, il y a un changement de look de produit. On voit qu'il a commencé à travailler. On n'est plus du tout dans le look de la fiente fraîche.
Le produit est partiellement déshydraté, 35 désodorisé, évidemment, pour deux raisons. Un, les microbes, ils font leur job en termes de désodorisation, puis ils font le job aussi en termes de stabilisation des composés hautement fermentescibles en 9 jours. Et on obtient une performance, je pense, qui est intéressante là, à l'année, avec les critères que je vous ai donnés. Donc, tout ce temps-là, ça c'est l'autre affaire, pas de lexivia, parce que 76, quand tu arrives à 70, 65, des matières organiques qui se décomposent, tu as la lisse des cellules, puis là, l'eau se libère. Mais avec le procédé, on n'a pas observé, on n'observe pas de lixiviation. On comprend pourquoi, hein? L'air qui va du bas vers le haut. On n'a pas besoin d'ajouter d'agents structurants. Les copeaux, les feuilles mortes, ces choses-là, on n'a pas besoin d'ajouter de produits comme ça pour la performance du procédé. Ça demeure une biotechnologie. Là, j'entends les gens qui se tapent sur les cuisses. Là, compostage, tu fais un tas, ça chauffe. Ouais, arrête donc avec ta biotechnologie. Mais c'est, en enceinte fermée, c'est vraiment une biotechnologie. Tu ne peux pas laisser aller ça. Il faut que tu sois à l'affût parce que les microbes, eux autres, ils font des surprises puis ils travaillent vite. Alors, tu peux l'échapper comme tu peux conserver un bon système. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, là. Donc, il faut que tu apprennes à conduire cette machine-là. Puis, tu ne peux pas te reposer. Donc, ça demande de la vigilance régulière. Et ça, c'est correct, mais il ne faut pas que ça demande un temps et des conceptions, 8 personnes à temps plein pour opérer ça parce que ça ne marchera pas sur les fermes. Donc, je vais vous parler de l'utilisation un peu plus tard. Pour le produit bioséché, là, je suis tannant avec ça, mais comme je travaille sur les comités des normes, la première chose qu'on demande, c'est de quoi tu parles. Donc, définis tes produits. Ce qui sort du bioséchoir ne peut pas être considéré comme un compost parce que ce n'est pas un produit qui est stabilisé suffisamment. Donc, c'est une matière organique partiellement décomposée, compostée. Il va falloir un jour peut-être lui trouver un nom, mais ça, on ne pourra pas l'appeler compost. Donc, c'est un produit qui est stabilisé parce qu'il est déshydraté, mais il est encore instable biologiquement. Si on le réhumecte, ça repart. Donc, une matrice organique de base qui est asséchée, qui peut donc être amender, enrichi, travailler, faire des produits à valeur ajoutée, des trucs comme ça, et qui peut être densifié, granules et autres formes de densification de la matière. Un séchage additionnel pour une mise en marché subséquente pourrait être additionné au produit qui sort du bioséchoir. Et là, je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas de chiffre à vous donner, là, mais par observation, on s'est rendu compte qu'une fois bioséché, le produit est plus facile à déshydrater pour l'eau résiduelle qui lui reste. Donc, le 35 à 10 qu'on veut obtenir est plus facile à avoir une fois qu'il a commencé à être dégradé. Donc, vous voyez le produit à l'entrée, vous voyez le produit à la fin. Le produit à la fin est certainement plus fin qu'au départ, mais il reste encore des fientes complètement intègres de fumier de poule qui a été déshydraté. Là, je ne veux pas vous emmerder avec ça. Moi, je suis agronome de formation. Je suis intéressé par les aspects de fertilisation et tout ça. Je vous dirais en général, quand on y pense, le séchoir, il n'y a pas de perte. Les seules pertes qu'il peut y avoir, c'est l'azote. Puis quand on regarde les chiffres, azote in, azote out, il y a un petit peu de perte, mais c'est vraiment minime. Puis ça sort par le flux d'air humide qui est évacué, comme une sécheuse à linge. Donc, on va chercher la portion ammoniacale de l'azote qui peut être évacuée. Donc, oui, il y a des pertes, mais ce n'est pas des pertes qui sont significativement importantes. Pour le reste, c'est assez standard, un pH alcalin, comme on voit dans les produits légèrement compostés. Un NPK, on pourra vous en parler, là, qui est assez attendu comme valeur. Peut-être juste la respirométrie. À droite, vous voyez 6740, je pense. Ça, c'est la respirométrie au départ, puis à la fin, 5300. Bon, je sais bien que vous autres, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est le taux de respiration que les microbes vont développer en présence de matière organique, en travaillant. Donc, c'est un indice qui apparaît, qu'on voit comme un indice de stabilisation, un peu comme le rapport CN. On utilise le rapport CN pour ça. Mais la respiro est intéressante comme indice. C'est juste pour vous dire, oui, ça y a fait mal un peu. Les microbes ont attaqué les hautement fermentescibles, mais on est loin d'un produit stable. Sinon, abaissement des E. coli de façon très importante, là. On est dans les millions. Quand ça sort, on est habituellement en bas de 2000
de nombre. Salmonelle, malheureusement, on n'en avait pas. Puis vous imaginez un peu la complexité d'aller doper avec des salmonelles. Non, merci. Alors, on n'est pas allé là. On n'en a pas dénombré. Les E. coli, c'est quand même parlant quand tu vois l'abaissement des chiffres. Donc, on a des pertes de carbone organique, environ 5 pour 10 jours, 0,5 par jour. Des pertes d'azote totales faibles, comme je vous disais. C'est sûr qu'il y a une réorganisation, là. Tu parles de formes organiques, de formes d'acide urique qui se transforment puis qui va être éventuellement passé par la forme ammoniacale. Là, il va y avoir une perte par séchage. Mais il y a surtout une réorganisation de l'azote dans le corps microbien qu'on observe. La valeur du NPK là, sur l'équivalent de ce qu'on doit étiqueter sur le fertilisant, donc c'est sur le produit, sur base humide, ça serait l'équivalent de 4,522. 4,522, on est dans l'attendu. C'est bon, mais pour faire plus, ben, il faut ajouter plus, ce qui n'est pas impossible. Stabilité, je vous en ai parlé. Rapport CN de 5, s'il y en a que ça parle plus. Donc, on est avec des taux de carbone vraiment, le rapport CN qui est bas, donc des quantités d'azote qui sont importantes. L'hygiénisation, je vous l'ai dit, là, on abaisse de façon vraiment importante là, les taux de pathogènes qui sont suivis. En passant, les E. coli qu'on suit, c'est des indicateurs. Hein. On ne suit pas chaque bébé de pathogène là-dedans. 5 minutes. Le produit bioséché, ah oui, ma collègue Christine Landry s'est jointe pour une partie dans le projet et a fait une étude sur la question fertilisante beaucoup plus poussée que ce qu'on a fait là. Je vous invite à consulter là, les écrits qu'elle a fait par rapport à ça. Si vous regardez sur la photo, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme le jet d'air blanc. Là. Ça, c'est pris l'hiver. Ben, c'est le truc de la sécheuse. Donc, on perd de l'humidité, évidemment. L'air est saturé en sortant de ça. Puis, on perd un petit peu d'azote sur des formes volatiles. Mais c'est à peu près tout. Phosphore, potassium, c'est de la concentration parce qu'on a perdu un peu de. Conclusion. Donc, pour les critères que je vous ai donnés, c'est ça qui est touché, c'est que pour un fumier 0,1, 0,3 jours, pour un bioséchoir 9-10 jours. Ouais, mais si tu le mettais 4 jours, mais si je le mettais 4 jours, on aurait d'autres conclusions. Donc, pour une ventilation qui correspond à 10 à 30 CFM par mètre cube. Ça, c'est quelque chose qui a été fait à l'IRDA, d'exprimer le CFM par mètre cube, au lieu de parler juste de CFM, puis là, tu n'as pas la grosseur du système, fait que tu dis 160 000 CFM, là, c'est converti en nombre de CFM par mètre cube d'occupation. Donc, pour une ventilation qui va de 10 à 30, qu'est-ce qu'on a observé? On part de 50-60, on est heureux, on s'en va en bioséchage, on se ramasse avec un produit à 30. On est-tu capable d'aller plus bas que 30? La réponse, c'est oui, mais ça devient pas intelligent, ça devient du séchage thermique. N'oubliez pas, le bioséchage, c'est pour la chaleur microbienne. Si tu n'as plus d'humidité, tu n'en as plus de travail microbien. Donc, il y a une limite au bioséchage à atteindre. Il faut aller vers du séchage supplémentaire pour baisser encore plus bas. Et on peut faire ça avec un séchage thermique additionnel. Puis là, on peut se rendre en bas de 20 habituellement quand on veut aller du côté de la mise en forme, granules, bouchons et autres façons de bouletter le produit. Toujours le 20 points de réduction au niveau de l'humidité. Donc, le bioséchage, en conclusion, c'est là que j'ai l'air comme un vendeur de balayeuse, mais j'en suis pas un. C'est une alternative qui est intéressante entre le séchage thermique, le séchage du fumier qui sort sa strap et qui est juste séché thermiquement, puis un compostage qui va demander plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous, avec le bioséchage, on se situe entre les deux. Je pense que c'est une solution qui est intéressante en contexte de cage enrichie encore plus. Procédé qui est modulable, vous l'avez vu, là, on peut moduler en fonction des quantités journalières qui sont produites. Et le reste, c'est ce que je vous ai dit, pas de lexivia, pas de brassage, pas de structurant, température de l'air 18 à conserver à 18. Donc, partiellement stabilisé biologiquement, stabilisé par déshydratation, valeur fertilisante, perte d'azote faible, coût de séchage. L'ingénieur qui était sur le projet, qui est maintenant à la retraite, a évalué les coûts de séchage d'environ 65 $ par tonne d'eau évaporée en bioséchage pour passer dans un range de 50 à 30 versus un coût de séchage thermique de 131 $ en évaporation pour passer de 30 à 18. Moi, je ne suis pas en mesure de valider, d'aller très loin dans la question économique. Ce n'est pas mon carré de sable. Ensuite, la poursuite du développement. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ça a l'air bien beau comme ça. Nous, il nous reste du travail au niveau de l'alimentation
du bioséchoir à apporter à l'unité, parce que là, on est en pilote. Un jour, on espère aller du côté plus commercial, donc système d'alimentation et de distribution, puis l'automatisation. Ça, là, avec l'intelligence artificielle qui s'en vient, là, il faut rapidement qu'on soit capable de rentrer tous les paramètres qu'on a acquis, et puis de dire à l'automate, bien, toi, prévois la ventilation, prévois qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est exigeant d'être là devant l'ordinateur, puis de regarder les courbes, puis de dire, là, les bébites, fait que ça va prendre un système d'automatisation qui va aider pour l'aide à la décision. Voilà, là-dessus. Il me reste les remerciements. Donc, merci au programme Innovation. Merci aussi, ils ne sont pas présents, mais Ghislain et Jacques Loutier, les propriétaires de l'entreprise Les Vieuves, qui ont fait un travail, il n'y a pas de mot pour ça, de longue haleine comme ça sur une période aussi longue. L'équipe de l'IRDA, bon, Dan Zigan qui est à la retraite, Harold Dusablon qui est aussi, qui a quitté l'IRDA, et puis Cédric Morin qui est dans la salle, Cédric, qui est mon champion au niveau de l'automatisation, donc de prise de données, l'acquisition, sans qui on ne peut pas aller bien loin. Alors nous, de le confort du foyer, on savait que la température ajuste l'air, puis envoie donc. Fait que merci Cédric de ton apport. Puis l'équipe de Christine et de Caroline Côté. Donc, Christine au niveau fertilisation, Caroline au niveau de la microbiologie, qui sont toujours des collègues qui viennent nous aider dans les projets. Parce qu'il n'y a pas de one-man show dans ça. C'est trop complexe. Ça prend de l'ingénierie, ça prend de la microbiologie. Donc, ça prend des équipes multidisciplinaires pour comprendre comme il faut ce qui se passe, puis ajuster les informations. Donc, Mylène Marchand, qui est dans l'équipe de Christine, et Mylène Généreux, dans l'équipe de Caroline, qui ont apporté un support toujours très apprécié. Si vous avez des questions, bien, je vais être ouvert et faire mon possible pour y répondre. Merci, Denis.